Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans Face à Michel Onfray sur CNews et sur Europe 1. Bonjour Michel. Bonjour Laurence. J'espère que vous allez bien après cette chaude semaine de canicule sur la France. Vous avez résisté ? Oui. Tout va bien. La hausse des températures, en tout cas, a provoqué la fermeture de milliers d'écoles dans notre pays, faute de structures adaptées pour lutter contre la chaleur et accueillir correctement les enfants. Quelles leçons faut-il en tirer, Michel ? Sommes-nous devenus une nation de citadins enfermés dans des villes bétonnées et surchauffées et qui a oublié tous les réflexes de bon sens ? Et puis aussi, pourquoi l'État s'acharne-t-il à adopter ce ton paternaliste qui peut en irriter certains en rappelant qu'il faut boire régulièrement et rester au frais ? Conseil utile ou infantilisant ? J'ai hâte de vous entendre à ce sujet, Michel. On verra aussi que le débat sur la climatisation a pris un tournant politique inattendu. Clim ou pas clim ? Telle est la question. François Bayrou échappe à une 8e motion de censure à propos de la réforme des retraites, déposée cette fois par le Parti socialiste, mais qui n'avait aucune chance d'être adoptée, étant donné que le Rassemblement national avait annoncé qu'il ne la voterait pas. Un répit de courte durée pour le Premier ministre qui est attendu au tournant à l'automne, lors de l'examen du projet de loi de finances. Notre pays, Michel, est-il devenu ingouvernable à la faveur de la dernière dissolution ? Comment revenir au peuple sans affaiblir notre 5e République mise à mal ces dernières années ? Je vous pose la question dans un instant. L'union des droites a-t-elle une chance de voir le jour ? Les candidats de la droite et de la droite nationale seront pléthores pour la prochaine présidentielle. Alors que les électeurs de droite se disent majoritairement favorables à cette union, on verra que les appareils politiques résistent. Comment analysez-vous ces rapports de force en présence ? C'est ce que l'on verra. Enfin, la réforme de l'audiovisuel public passe directement au Sénat après avoir été rejetée d'emblée par l'Assemblée nationale. Loin d'être un coup d'arrêt, elle est le début d'une bataille qui sera rude entre la ministre de la Culture, Rachida Dati, et les médias du service public. Faut-il privatiser ce secteur ? Là encore, vaste question que je vous poserai, mon cher Michel. On y va, c'est parti ? Allons-y. C'est l'émission sur la canicule. On commence en tout cas là-dessus. Plusieurs jours de canicule. Le pays est passé en surchauffe, tant sur le plan de la population évidemment que de la classe politique. Des centaines d'écoles ont fermé leurs portes, des milliers même parfois. On peut se poser la question, enfin quand même, dans quel pays sommes-nous pour qu'on ferme des classes quand il fait trop chaud ? Juste quelques réactions de parents d'élèves qui disent leurs sentiments et je vous passe la parole, Michel. Il vaut mieux les garder à la maison s'il fait trop chaud, les gosses. Hein. Je veux dire, c'est sûr. Hein. S'il n'y a pas d'équipement pour les tenir au frais, il vaut mieux les garder à la maison. Hein. On a reçu un mail hier soir, donc nous indiquant qu'on avait soit la possibilité de les garder, d'aller les récupérer à midi ou à 14h. Donc j'ai fait ce choix parce que j'ai la possibilité de les garder aujourd'hui à la maison. Ils sont au frais, ils sont sous la clim. Vu que dans les écoles, ils n'ont pas la clim, donc ça peut être bien pour eux d'être récupérés en début d'après-midi, vu qu'il fait très très chaud quand même juste après, quoi. Je l'ai mis à l'école parce que je travaille à 10h et que c'est compliqué pour moi de le faire garder après. Michel Onfray, qu'est-ce que ça vous inspire ces écoles qui ferment parce qu'il fait trop chaud ? Je pense qu'on est dans une judiciarisation de la vie française et que si vous avez aujourd'hui un enfant qui tombe de l'œil et qui tombe dans les pommes, les parents portent plainte, il y a un tribunal, le maire est attaqué, on se retrouve au tribunal en disant on n'avait pas fait le nécessaire, etc. Et que là on dit il n'y aura aucun problème, chacun rentre chez soi. Et donc on n'est plus capable, mais je comprends les maires en même temps. Ah bah oui. Je ne jette pas la pierre au maire. Je veux dire que un maire qui dirait écoutez ça va, on va pas en mourir. Moi j'ai passé mon bac en 76, l'année dite de la sécheresse, il faisait des températures incroyables, tout le monde dégoulinait, les profs y compris. En juin, quand on passait justement l'examen. Et donc, ça existe. Enfin, voilà, la chaleur, ça existe. Et puis, quand on est dans le sud de la France, la chaleur, ça existe. Oui, mais peut-être que les bâtiments des écoles étaient construits autrement. C'était peut-être pas des préfabriqués. Il y avait peut-être de la pierre, des vrais volets et un vrai toit. Ah oui, alors là, la grande différence avec aujourd'hui. Hein. Oui, attaquons les architectes qui, aujourd'hui, font des projets qui sont agréables à l'œil, mais qui sont absolument invivables au corps. Il y a des endroits où il fait trop chaud l'été, où il fait trop froid l'hiver, où il y a des vitres, c'est magnifique. Mais alors, on ne peut pas les ouvrir. On ne peut pas les ouvrir, etc. Donc ça, c'est sûr qu'il y aura un procès à faire de l'architecture contemporaine, qui est une architecture conceptuelle, cérébrale. C'est fait pour être joli sur le papier ou pour faire des photos, mais c'est pas fait pour être habité. Et puis c'est pas cher un préfabriqué. Ça coûte moins cher que construire une école en dur. Ça c'est sûr, Non, mais après, il y a la possibilité d'installer effectivement des climatisations. Mais quand vous avez aujourd'hui des ayatollahs, mais enfin des gens qui sont agressifs sur ce sujet-là, en nous expliquant que nous sommes tellement puissants, tellement grands, tellement forts, nous les Français, que nous allons inverser
Le réchauffement climatique, qui, je le rappelle, est planétaire. Donc pendant ce temps-là, les Chinois font chauffer la machine, les Indiens font chauffer la machine, les Américains font chauffer la machine, les Africains font chauffer la machine, c'est pollue. Et nous, on dit, ah mais non, là, il va pas falloir mettre des climatisations. Si, bien sûr, sur les climatisations, elles sont en relation avec le changement climatique. Bien sûr qu'il y a un changement climatique, que la part humaine anthropique est transformée comme étant essentielle. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas de part anthropique, hein. Je dis simplement qu'il y a des réchauffements, des refroidissements, que c'est comme ça depuis le début de la planète et pas de l'humanité. C'est-à-dire la planète, la vie de la planète, c'est ça, et l'arrivée de l'homme, c'est ça. Et donc, il y a eu des glaciations, il y a eu des réchauffements, il y a eu des glaciers, il y a des glaciers qui ont fait des trous, les vallées, etc. Vous qui connaissez si bien les montagnes, quand on explique ça aux enfants, on explique qu'un glacier est passé. C'est-à-dire, ah bon, il y avait un glacier ici, jadis, oui. Et il n'y avait pas de mobilette, de voiture ou de je ne sais quoi. Donc, il faut faire avec ça. Vous avez l'histoire du climat depuis l'an 1000 de Leroy Ladurie, qui est extrêmement intéressant. Il était tombé sur des archives de viticulteurs en expliquant que le viticulteur disait tel jour, telle date, telle heure, température, hygrométrie, etc. Et c'est fait pendant 1000 ans. Et donc, il montre qu'il y a des réchauffements climatiques et des refroidissements climatiques depuis l'an 1000. Donc la part anthropique, elle est où, là? Donc il faut accepter le principe que le fonctionnement est ainsi et qu'on doit pouvoir aujourd'hui, avec des climatisations, et puis y compris, moi je laisse les ingénieurs inventer ce genre de choses, mais transformer les climatisations de façon à ce qu'elles soient moins énergivores, etc. Enfin, mais la solution, c'est évidemment ça. On va en parler dans un instant. Et c'est vrai qu'il y a toujours eu des canicules. On parle de celle de 2003 qui a vu la mort de 15 000 personnes, notamment âgées. Oui. 76, vous l'avez dit. 1911, on l'a oublié, une sécheresse canicule de 2 mois et demi. Juillet-août jusqu'à mi-septembre, 40 000 morts en 1911. Oui. On découvre que... Refroidissement aussi, c'est-à-dire on fait du patin à glace sur la Seine à l'époque de Louis XIV. Donc il y a eu des réchauffements, il y a eu des refroidissements. Il faut avoir la modestie, et les écologistes n'ont pas la modestie, et toute la gauche qui suit ces écologistes n'a pas la modestie non plus, d'imaginer que nous ne sommes pas pour tout dans la nature, et que la nature, elle a existé sans nous, et que longtemps, elle existera sans nous aussi. Il y a un moment donné où l'homme disparaîtra, et la nature, elle continuera à exister, bien évidemment. Un tout petit mot quand même du ton paternaliste qu'a adopté l'État, avec un tweet d'Emmanuel Macron, nous incitant à rester au frais, à boire plusieurs fois par jour. Écoutons là François Bayrou qui lui parle de l'éducation nationale qui est mobilisée. Alors comme vous savez, étant donné le calendrier scolaire, les collèges et les lycées sont beaucoup moins concernés, mais 1350 écoles ont été fermées et ça permet évidemment de s'inquiéter de la préparation des bâtiments scolaires à des épisodes de cet ordre. Et de ce point de vue-là, le ministère de l'Éducation nationale va engager des discussions avec l'Association des maires de France sur la question de l'adaptation du bâti scolaire. Et il y a eu plus d'écoles que 1350, c'est monté à partir de 1800, 1900 écoles fermées. Un tout petit mot là-dessus, et sur le ton paternaliste de l'État, qui n'est pas le cas de François Bayrou. C'est la fin de l'État. De l'État classique, c'est-à-dire une espèce d'autorité à la romaine où on considère les gens comme des citoyens. Et là, on ne les considère même pas comme des personnes, on les considère comme des enfants. Avec des publicités un peu débiles qui nous prennent pour des gens stupides en nous disant n'oubliez pas de vous hydrater. Enfin, de rester au frais. Il y a toujours des gens qui font du footing en plein soleil, ça c'est leur affaire. Mais je pense qu'on ne fait plus confiance à l'intelligence des gens ou au bon sens des gens. Et l'ont-ils perdu? Ne l'ont-ils pas perdu? Oui, et souvenez-vous du problème qu'il y avait eu avec un ministre de la Santé qui était apparu en polo. 2003, et c'est la canicule Jean-François Mattei. C'est Jean-François Mattei. Et les difficultés qu'il a eu à se sortir de ça, d'ailleurs, sa vie est associée à ça. Il a été viré. Donc ils ouvrent le parapluie, eux, en permanence, sans cesse. On ne veut pas de parents qui portent plainte, on ne veut pas d'associations ou de syndicats qui portent plainte en disant « mon enfant a fait des convulsions, il faisait trop chaud, c'est de votre faute, etc. » Pour le coup, je vais dire du bien des écologistes, parce que plutôt que de laisser les architectes, j'allais dire à la mort moelle-neu, là, qui se font plaisir en faisant des jolis dessins, au moins les écologistes, ils ont des solutions de construction alternatives, avec de la paille, avec de la terre, etc. Ils savent fabriquer à moindre coût, avec du papier ou avec du carton. Ils font un travail vraiment très intéressant sur ce terrain. Et on pourrait très bien imaginer, sans aller voir du côté de, je sais pas, Jean Nouvel ou j'en sais rien, enfin des grands architectes, aller voir les écologistes qui, eux, les vrais, les authentiques, ceux qui font un vrai travail, qui va chercher
chercher du côté de la nature et des anciens. Les anciens, ils savaient très bien fabriquer des maisons appropriées au climat. Oui. Le climat de la Corse, en s'orientant en fonction du nord du sud. Et oui, mais on a perdu tout ça. Savoie ou la Bretagne. Mais on a perdu tout ce bon sens. Absolument. En Martinique, par exemple, il y a des maisons qui sont construites, des anciennes maisons qui sont construites avec un système de ventilation, pas de refroidisseur à l'époque, hein, pas de climatisation, rien du tout. Et il fait 50 degrés dehors, et quand vous rentrez dans cette maison, la possibilité pour ce qu'il y a devant de passer suffit à rafraîchir le bâti. On se dit, mais c'est extraordinaire. Allez voir du côté des anciens, c'est l'avenir. On est sur CNews et sur Europe 1 en face à Michel Onfray. Michel, la climatisation, ça a été un débat toute la semaine parce que savez-vous que parler de climatisation, c'est d'extrême droite selon les écologistes. Tout ça parce que le Rassemblement national a proposé un plan global d'équipement en climatisation pour les écoles, les hôpitaux et les maisons de retraite. On écoute juste Marine Le Pen et je vous passe la parole. Dans notre pays, nous sommes enfermés dans une idéologie qui est une idéologie de l'écologie punitive, qui n'a aucune base scientifique et qui a planté dans l'esprit de nos compatriotes que la climatisation serait un danger. La climatisation, ça sauve des vies. Et donc je considère que laisser les gens mourir dans les hôpitaux de la chaleur, laisser des enfants ou des personnes vulnérables souffrir parce qu'il n'y a pas de climatisation et préférer fermer des écoles plutôt que de développer un plan de climatisation m'apparaît totalement absurde. Alors Michel Onfray, vous êtes philosophe, clim ou pas clim? Telle est la question. Elle a raison, c'est du bon sens. C'est-à-dire l'écologie, pour le coup, elle est inhumaniste. Si vous me permettez le déologisme. D'abord la planète et éventuellement les humains ensuite s'il le faut, mais si on doit sacrifier les humains, sacrifions les humains. Parce qu'elle a raison de parler des plus exposés, qu'oublient tous ces libéraux, là, ces néolibéraux de droite et de gauche, en estimant que si on est vieux, finalement, si on est malade, si on est un enfant, on peut souffrir, c'est pas un problème. Il faut absolument préserver la planète. Et alors que non, même les gens qui travaillent dans les hôpitaux, la joie d'avoir la naissance d'une petite fille récemment, on voit comment il fait chaud dans les maternités, avec des gens qui travaillent dans ces circonstances, dans ces occasions-là. C'est pénible, bien sûr, mais qu'il faut mettre des climatisations. Les personnes âgées, les EHPAD, des débiles là, qui ont fait la danse des canards pour les amuser, en leur disant « faut vous hydrater, madame machin », en faisant boire au biberon, en infantilisant les personnes âgées. Non, c'est bien qu'il y ait un confort corporel pour les gens, y compris les gens qui travaillent, quand on le peut. Quand vous travaillez, les chauffeurs de taxi, ils ont une climatisation et c'est fort heureux pour eux dans la voiture. Les ouvriers du BTP, moi, ils souffrent le martyre. Un travail impossible. Enfin, ils travaillaient... En cuisine, on a fait un reportage cette semaine, il y avait 60 degrés dans la cuisine. C'est pas possible. 60 degrés. Oui, bien sûr. Monstrueux. Oui. Bon. Juste un tout petit mot d'Agnès Pannier-Runacher, la ministre de la Transition écologique, qui elle a rappelé que la climatisation avait des inconvénients. On va l'écouter. Le sujet que nous avons avec la climatisation, c'est un sujet de réchauffement, puisque vous savez que la thermodynamique est très claire. Quand vous refroidissez une pièce, vous avez besoin de réchauffer pour avoir ce froid, et donc vous réchauffez nécessairement un autre espace. En particulier, vous réchauffez la rue, ce qui renforce l'effet îlot de chaleur. Sur la climatisation, c'est pas blanc et noir. Il faut climatiser pour les personnes vulnérables et leur permettre d'avoir un répit, mais en revanche, il ne faut pas en faire partout, sinon on risque de réchauffer. Pas faux ce qu'elle dit. C'est vrai que tout le monde sait qu'il y a un gros tuyau et qu'il faut le mettre dans une fenêtre parce que c'est de l'air brûlant qui sort des climatiseurs, Michel. Mais voilà, il faut faire la balance entre les personnes qui ont vraiment besoin de climatisation et la planète. Donc qu'est-ce que devient cet air chaud là où il s'en va? Il reste sur le terrain français et puis il bouge pas et puis il est là et c'est lui qui est la cause de la canicule. Enfin, faut pas dire un peu n'importe quoi. Oui, on en voit, puisque madame fait de la science et qu'elle nous parle de la thermodynamique, mais les principes de la thermodynamique sont divers et multiples. Et on sait très bien que quand vous envoyez un air chaud dans un espace froid, l'air chaud disparaît pour devenir du froid. Pas évident et d'une grande banalité. Donc quand on réchauffe la rue, comme elle dit, ça ne veut pas dire qu'on va réchauffer la rue et que définitivement on aura réchauffé la rue. Non, là, on aura renvoyé de la chaleur qui, au contact des éléments, parce que ça va grimper, l'air chaud, et que quand cet air chaud aura grimpé, il deviendra froid. C'est une banalité absolument confondante. Et puis cette incapacité qu'ont les écologistes à penser en termes de planète. Ils pensent toujours que finalement, ce que nous allons faire, nous, ça va être formidable pour la totalité de la planète. C'est faux, nous sommes extrêmement vertueux.
sur la planète entière. Allez voir si on climatise en Russie, allez voir si on s'interdit la climatisation en Russie, aux États-Unis ou dans d'autres endroits. Non, ça fait partie du monde. Après, je crois moi que la technologie peut faire des choses intéressantes. Je ne suis pas contre le fait qu'on examine les conditions de possibilité d'une climatisation qui ne renverrait pas de l'air chaud. J'en sais rien, je ne suis pas technicien. Oui, il faut s'améliorer là-dessus, ça c'est sûr. Oui, absolument. Bien sûr. Et la question que je posais aussi tout à l'heure dans le sommaire, c'est est-ce qu'on n'est pas, au fond, devenu une nation de citadins qui vivent dans des zones bétonnées, donc surchauffées, et qu'on a perdu ces réflexes de bon sens que le monde agricole, que le monde rural a, évidemment. Oui, d'abord, depuis, pas seulement la Révolution française, mais depuis Philippe le Bel, ça remonte à loin, on a une centralisation du pouvoir politique à Paris. La capitale, c'est la tête, et la tête décide pour le restant du corps. Alors bien sûr que quand on est en Normandie dans une ferme qui a 200 ou 300 ans, tout a été construit pour qu'il n'y ait pas de problème. Ma mère, elle vit dans une vieille maison, elle a 90 ans, et il y a de la fraîcheur dans cette maison, quelle que soit la température extérieure, l'épaisseur des murs, la construction, les matériaux, l'usage des ventilations naturelles, je dirais. Et c'est à partir de ça qu'il faut construire, en se disant, mais laissez faire les paysans et les campagnards, ils pourraient peut-être vous donner des leçons, sauf qu'il y a une espèce d'urbanisation de la pensée, et ce sont les gens des villes, et des beaux quartiers dans les villes en plus de ça, qui la plupart du temps, moi j'aimerais qu'on puisse faire une descente chez ces gens-là, voir si Mme Pannier-Runacher n'a pas du tout de climatisation, peut-être une maison secondaire dans laquelle peut-être il y aurait une climatisation, et il ne faut pas s'autoriser ce qu'on interdit aux autres, parce qu'on ferait de l'idéologie, et elle a raison Marine Le Pen de dire que c'est une question idéologique. Mais au-delà de l'idéologie, il y a des gens. Il y a la souffrance des gens, il y a la misère des gens, il y a la pauvreté. Et vous avez des gens pauvres et miséreux. Quand je vois à Paris, quand je prends l'avion et que je vois en sortant de Paris, je me dis, mais il y a des gens qui vivent dans des... Vous avez vu les cités HLM voilà, qui sont des bouilloires, en fait. Du périphérique. Ils vivent là. Comment ils font, ces gens-là? Pas de climatisation. Comment ils peuvent fonctionner si c'était en plein cagnard avec des murs épais, très peu épais. Voilà, on entend les voisins du faire pipi, les voisins d'en dessous ronfler, les voisins d'à côté faire d'autres choses bruyantes. Et puis en même temps, on leur dit, il fait 30 degrés dehors, et bien, il fait peut-être même 40 degrés. 40. Et dedans, vous aurez 30 degrés, et puis tant pis pour vous, salaud de pauvres. C'est un peu comme les zones à faible émission, etc. Enfin, ce sont toujours les mêmes qui payent. Ce sont toujours les mêmes qui n'ont pas les moyens de s'acheter une jolie maison naturellement climatisée parce qu'ancienne, ou qui ont les moyens de s'installer des climatisations en se disant, moi, c'est pas mon problème. Et ce sont toujours les pauvres, les petits, les sans grades qui, eux, doivent se prendre tout, y compris la canicule. Mais quand même, Michel Onfray, on est dans un pays où on s'engueule même sur la climatisation. En fait, c'est sans fin. Ce pays se querelle surtout et en permanence. Mais enfin, bon, le général de Gaulle et les fameux 360 fromages, je crois, la possibilité de gouverner un pays qui... On est dans un pays de guerre civile en permanence. Depuis la guerre de religion jusqu'à aujourd'hui, où on voit du fascisme et de l'extrême droite et du nazisme chez Mme Le Pen, qui finalement défend les idées de Chirac dans les années 70. Et on a tout de suite envie d'égorger tout le monde. Si vous regardez CNews, vous êtes l'équivalent de Rebatté, de Brasillac et de toute l'extrême droite française des années 30. Il y a une incapacité gaulienne, je dirais, à fabriquer de la communauté, en se disant, mais est-ce qu'on pourrait arrêter de s'agresser, de sauter à la gorge de tout le monde et dire simplement, si vous avez effectivement un travail pénible, si vous avez un vieux parent, si vous avez des enfants, on a besoin d'une climatisation, et puis c'est pas parce qu'on arrêtera la climatisation qu'on sauvera, nous, la planète. Quelle arrogance, quelle suffisance de croire que parce qu'on roulera en trottinette, parce qu'on n'aura pas électrique, parce qu'évidemment, les moteurs électriques, eux, ne polluent pas. Et la possibilité... La trottinette, elle peut être aussi mécanique. Hein. Avec vos petites jambes, vous pouvez faire de la trottinette. Hein. Oui, non, c'est plus difficile. Ces gens-là, on ne les entend pas, par exemple, fustiger le téléphone portable, fustiger l'ordinateur, qui sont extrêmement polluants, beaucoup plus polluants que les climatisations. Quand Mme Runacher dit qu'on réchauffe la rue, je ne sais pas si elle sait qu'on réchauffe aussi la rue. Quand on réchauffe la pièce dans laquelle on se trouve avec du matériel informatique qu'on utilise en permanence, non-stop, il y a même des gens qui laissent l'ordinateur allumé et qui reviennent le lendemain matin, qui reprennent l'ordinateur. Alors là, il n'y a rien sur ce sujet-là. Il y a des campagnes sur l'économie d'énergie. Oui, bien sûr. Sur le thème, Mais tous les décroissants qui disent beaucoup de choses extrêmement intéressantes le disent, et ils ont bien raison. C'est chez eux que j'obtiens ce genre d'informations. Et le jour où vous verrez la gauche bien pensante aujourd'hui attaquer les ordinateurs, attaquer le smartphone dont ils se servent, voir les choses électriques, c'est-à-dire la voiture ou la trottinette, parce qu'il nous faut des métaux rares, et pour avoir des métaux rares qui permettent les moteurs électriques, il faut aller coloniser les pays africains, ce que font très bien les Chinois et ce que font d'autres pays. Et là, ça ne pose aucun problème. Ça, c'est un bon colonialisme, c'est une bonne pollution, et elle est tout à fait défendable. C'est une pollution de gauche.
Donc c'est une pollution défendable. La climatisation, c'est une pollution de droite. Une dernière question concernant l'énergie, parce qu'on est au cœur de ce sujet-là. Il y a eu tout un débat aussi cette semaine sur les éoliennes, un moratoire sur les éoliennes et le photovoltaïque, les énergies renouvelables, avec pareil des clivages au sein même des partis politiques. Quelle est votre philosophie en la matière, Michel ? Mais moi, elle est très ancienne. Je suis toujours très gaulien sur ce sujet-là. Je défends le nucléaire, qui est une autonomie assurée. C'est le souverainisme de la production qui nous permet d'être autonomes et indépendants. On n'a pas besoin d'acheter notre électricité ailleurs. Si on achète l'électricité ailleurs, je veux dire des choses d'une banalité confondante, mais on dépend de ceux qui vont décider du prix de l'électricité que nous achetons. Et s'ils ont décidé de le multiplier par 2, de multiplier par 3, qu'est-ce qu'on fait ? Ce que voulait le général de Gaulle, c'était la souveraineté en tout. Et donc, il voulait une souveraineté nucléaire militaire, il avait bien raison, et il voulait une souveraineté nucléaire civile, et il avait bien raison. Donc, je défends ça depuis très longtemps, ce qui me valait d'ailleurs des ennemis à l'époque qui me disaient que j'étais évidemment pas de gauche, puisque je défendais le nucléaire. Mais moi, j'ai vu La Hague, j'ai vu Flamanville, dans ma Normandie natale, et je défends cette électricité-là. Alors, on me dit, oui, mais les déchets nucléaires, etc. Je dis, mais qu'est-ce que vous voulez ? Vous voulez Elle est décarbonée, en tout cas. Elle est décarbonée. Vous voulez de l'énergie, vous voudriez une énergie qui ne pollue pas. Ça n'existe pas. Et même les éoliennes aujourd'hui fonctionnent avec des moteurs qui eux-mêmes utilisent des composants électroniques et électriques et des composants de matériaux rares dont je viens de dire qu'ils étaient extrêmement polluants. Et les pales sont impossibles à recycler. Les semelles de béton, ce sont des tonnes de béton qu'on met partout au nom de l'écologie. Donc il y a un moment donné où il faut dire à tous ces gens-là que ça ne marche pas. Et d'autant plus que l'électricité, elle est produite immédiatement. Il faut qu'elle soit consommée immédiatement. Elle n'est pas susceptible d'être stockée. L'électricité nucléaire, vous en donnez, vous arrêtez, vous en donnez, vous arrêtez. Là, il y a du vent, c'est bien. Il n'y a pas de vent, mais qu'est-ce qu'on fait ? Vous avez du vent, il fait très chaud, vous avez besoin de climatisation. Comment est-ce que vous utilisez votre électricité ? Il n'y en a pas. Donc, vous avez besoin de l'énergie nucléaire pour pouvoir suppléer la faillite des éoliennes. Et, disons-le, est-ce qu'on est prêt à payer ça ? Et le prix cher, est-ce qu'on est prêt à dire... Apparemment, un certain nombre de politiciens disent oui, faire de telle sorte que les boulangers, par exemple, voient leur facture multipliée par 2, par 3. Et ça va se passer comment ? On va augmenter le prix du pain. On va faire des boulangeries. Le Français moyen, comment est-ce qu'il va faire quand il va aller chez son boulanger, qu'on lui dira que la baguette, c'est 2 fois le prix de la veille, etc. etc. L'électricité, c'est de la politique. Et le général de Gaulle le savait très bien, qu'il voulait que nous puissions avoir une autonomie avec des centrales. Quand nous avons fermé Fessenheim, Hollande, c'était sur la demande de Mme Merkel, qui disait en gros, c'est peut-être chez vous, mais chez vous, c'est chez nous. Et donc Hollande a dit oui, bien sûr, on va vous donner tout ce que vous voulez ça, allons-y, il ne fallait pas fermer. Résultat, c'est eux qui ont rouvert des centrales à charbon en Allemagne, bien évidemment. Bien sûr. Une petite pause, on se retrouve dans un instant Face à Michel Onfray. On évoquera l'union des droites, le serpent de mer, mais que les Français souhaitent. A tout de suite dans Face à Michel Onfray. On se retrouve pour la seconde partie de Face à Michel Onfray sur CNews et sur Europe 1. Michel, on va parler de l'union des droites. C'est un serpent de mer, tout le monde en parle depuis des années, personne ne l'a fait. 74% des électeurs de droite la souhaitent. C'est un sondage CSA, CNews, Europe 1 et le JDD. Mais évidemment, les blocages politiques persistent, les batailles d'appareils aussi. On va écouter Sarah Knafo de Reconquête qui appelle évidemment cette union de ses voeux. Pour le premier tour des présidentielles, je peux tout à fait comprendre que chacun veuille y aller. C'est les vertus de la concurrence et moi j'y crois, en économie comme dans la démocratie. Le parti unique c'est la dictature et je ne serai jamais dictatoriale, je suis une grande démocrate. Donc je pense que c'est très bien que plusieurs lignes s'affrontent. Ça améliore chacun est poussé à donner le meilleur de soi-même. En revanche, je crois que chacun d'entre nous, les 3 partis, donc les 3 lignes principales, Reconquête, LR et le Rassemblement national, on doit être capable de prendre 2 engagements clairs. Le premier, et l'UDR de Éric Ciotti aussi. Je le compte avec le Rassemblement national, bien sûr. Le premier, c'est de s'engager à appeler toujours à voter pour le candidat le plus à droite au second tour. C'est ce que les LR n'ont jamais fait. Deuxième chose, s'engager, dès le lendemain de l'élection présidentielle, à une plateforme commune pour les législatives. C'est ce qu'arrive parfaitement à faire la gauche. La gauche, il se tire dessus à boulet rouge pendant toutes les campagnes. Arrive le lendemain, il s'allie. Résultat, ils sont surreprésentés à l'Assemblée parce qu'ils arrivent à ranger la hache de guerre le lendemain. Là pour Sarah Knafo de Reconquête, Michel Onfray, quelle est votre analyse à vous ? On ne peut pas mettre dans un même sac Alain Juppé et Éric Zemmour. Ça n'a aucun sens. C'est pas possible. Vous avez déjà à droite une fracture entre les souverainistes et ceux qui ne le sont pas.
Vous avez... C'est la vraie fracture, au fond. C'est la vraie fracture. La droite que j'appelle maastrichtienne, elle s'entend très bien avec la gauche maastrichtienne. Qu'est-ce qui différencie Fabius de Juppé ? Rien du tout. D'une certaine manière, Nicolas Sarkozy de François Hollande, rien du tout. Quand il s'agit de dire en 2005 que le peuple a mal voté, en 2008 qu'il va falloir lui faire avaler ce qu'il a refusé, on voit qu'il y a un tronc commun, et qui est le tronc commun des maastrichtiens, donc des gens qui ne sont pas souverainistes. Et puis les souverainistes en face. Je pense que... Georges Sorel avait dit qu'en politique, il fallait inventer des mythes, et que les mythes étaient... Le général de Gaulle a inventé aussi le mythe d'une France résistante, enfin, c'est pas le sujet. Et le mythe de Georges Sorel, c'était la grève générale. Le mythe qu'a inventé la gauche, c'est l'antifascisme. C'est ça. Et c'est ce qui les réunit. C'est-à-dire qu'entre je sais pas, prenez l'excessif, entre Poutou, par exemple, Poutou qui est à l'extrême gauche, et puis aujourd'hui un socialiste bon teint, mitterrandien, etc., qu'est-ce que vous avez de commun? Pas grand-chose. Il y en a un qui veut abolir le capital, l'autre qui trouve que c'est formidable le capitalisme et qu'il faut juste un peu gérer les choses différemment. Donc ces gens-là ne peuvent pas s'entendre. Il y a un truc qui fait qu'ils peuvent s'entendre, c'est la haine de Marine Le Pen. Et là, quand on dit on y va, et on fait un programme commun. C'est-à-dire que quand Olivier Faure a été élu, il a dit « Ah, mais attendez, si jamais il y a un péril fasciste, donc on a bien compris le truc, s'il y a un candidat du Rassemblement national, nous serons unis à nouveau. » Donc voilà, c'est-à-dire la Palestine, la possibilité pour la France insoumise de célébrer les vertus du Hamas en estimant que c'est un mouvement de résistance, enfin on connaît l'histoire. Tout ça, ça compte pour rien du tout. Et on a même entendu des gens nous dire, mais après tout, pour des municipales, c'est quoi? C'est le remplissage des chemins, c'est l'éclairage public, on peut bien s'entendre avec des gens de la France insoumise, nous socialistes. Oui, sauf que ces électeurs sont des grands électeurs qui vont fabriquer un Sénat qui lui-même, etc., etc. Donc c'est pas aussi simple que ces gens-là veulent dire. Si la droite veut s'unir, il faut qu'elle se trouve un mythe commun. Et elle n'en a pas? Eh ben, elle pourrait trouver, par exemple, qu'il y a une dangerosité de la gauche, Macron, j'allais le dire, de Macron, et puis éventuellement de Mélenchon. Ce monsieur pose problème. Ou de gens qui nous disent que, députés français qui disent qu'ils viennent embrasser le drapeau algérien. Je pense que pour la démocratie, on pourrait imaginer que peut-être, de l'ONU, je ne voulais pas te citer pour éviter que nos amis de l'ARCOM estiment que je faisais des attaques ad hominem, mais oui, vous citez ses propos. Oui, mais comme on dit beaucoup de choses vraies, beaucoup de choses justes, et qu'on rapporte des propos qui nous sont présentés comme des attaques, il vaut mieux y faire attention. Et je pense qu'il y a un vrai danger pour la démocratie chez des gens qui font l'éloge de Rima Hassan, chez des gens qui font l'éloge de l'Algérie en disant que c'est le plus grand des pays de liberté, etc. Chez des gens qui estiment que le régime des mollahs, c'est fantastique. Chez des gens qui estiment que des femmes voilées ou des femmes excisées, c'est formidable. Je pense qu'il y a un danger pour la République. Et s'il y avait la possibilité, non pas de dire nous allons chercher un programme commun entre Éric Zemmour et puis Alain Juppé... Jolie contraction. Mais juste de dire, y a-t-il un danger pour la France? Et le danger, il se trouve où? Est-ce que vraiment Marine Le Pen, c'est la Waffen-SS? Pour un certain nombre de gens, oui, même pour Emmanuel Macron, qui s'en vient nous faire des visites d'Oradour-sur-Glane entre les deux tours. Personne à gauche, à droite, je veux dire, n'a l'insolence de dire, eh bien, on va faire comme eux, et estimer que Mélenchon, c'est Staline, que c'est le danger de Staline. Tous ces gens qui nous disent, fermons, Cyril Hanouna est dangereux, fermons la chaîne. Tous les gens qui disent, mais machin bidule intel sur CNews, il dit des choses, hop, on va faire... Et même Thomas Guénolé, qui lui vient chez... Enfin, je ne vais pas donner les détails, mais cette façon de dire, si vous voulez fermer CNews, voilà comment il faut vous y prendre, etc. Il n'y a aucun problème pour la démocratie avec des gens qui nous disent, ils parlent trop de faits divers, ces gens-là ne devraient pas exister, il ne faut pas y aller, etc., etc. Tout ça est un danger pour la France. Et personne n'est capable de dire, plutôt que de savoir si finalement sur l'immigration, sur ceci, cela, est-ce qu'il y a un danger, faisons un front commun contre des gens qui estiment que Staline, c'est pas si mal que ça. Je rappelle quand même que Mélenchon, quand on dit, regardez comme il est sinusoïdal, il y a quand même une époque où il attaquait Solzhenitsyn. Donc il défendait le régime soviétique, et qu'il faisait partie de ces gens qui, comme ceux du Parti communiste, estimaient que c'était quelqu'un qui était payé par la CIA, simplement parce qu'il racontait le goulag, dans un détail effrayant. D'ailleurs, si les gens veulent des lectures de vacances, l'archipel du Goulag, c'est le moment, ça fait 3 gros volumes, mais c'est formidable, terrorisant. Mais quand vous vous dites, il y a des gens qui aujourd'hui estiment que c'est une invention de Solzhenitsyn et que ces gens-là veulent arriver aujourd'hui au pouvoir, n'est-ce pas un danger pour la France? Négationniste. Donc le programme commun de la droite, elle ne saurait se faire sur de l'économie. Vous avez Marine Le Pen qui veut la retraite de bonne heure, d'autres qui veulent qu'on travaille jusqu'à 75 ans. Donc ça ne peut être que sur la peur de Jean-Luc Mélenchon. Pas forcément sur la peur de Jean-Luc Mélenchon. Moi, je suis contre l'instrumentalisation des peurs, mais je suis pour qu'on parle de la France. C'est dangereux pour la France, cette façon de dire que l'Algérie, c'est beaucoup mieux que la France, cette façon de dire qu'il n'y a pas de langue française, cette façon de dire que la France en Algérie, c'était du colonialisme. Je rappelle que c'était un génocide, c'était un crime contre l'humanité. Je rappelle que c'est les copains de ces gens-là qui ont inventé ça. Jules Ferry, qui lui invente le colonialisme en Algérie, c'est un homme de gauche, c'est un républicain de gauche. Donc d'abord faisons de l'histoire, expliquons un peu à tous ces gens-là qui ils sont, d'où ils viennent, la collaboration avec les nazis, des communistes pendant le temps de la durée du pacte germano-soviétique. Enfin, racontons un petit peu.
disant attention aux dangers qu'il y a pour la France d'un parti de l'étranger, comme il avait été dit jadis. Le parti de l'étranger, jadis, il allait voir du côté de Moscou. Le parti de l'étranger, aujourd'hui, il va voir du côté d'Alger. Et c'est une trahison, c'est intelligence avec l'ennemi. Il me semble qu'il y a un grand danger pour le pays, pour la nation, pour le peuple français, pour la France, pour un tas d'immigrés qui ont envie d'être français, qui ont envie de s'intégrer, qui ont envie qu'on les laisse tranquilles avec leur religion musulmane, qui veulent pouvoir prier, manger comme ils ont envie de le faire, en disant mais on aime la France, puis on vit en France, puis on aime bien aussi notre pays, mais on n'a pas envie de renverser la France et d'insulter la France, de cracher sur la France, qui nous permet de payer des études, d'offrir des études à nos enfants, de nous offrir une santé digne de ce nom. On dirait bien, fabriquons avec ce peuple musulman dont nous avons besoin une résistance qui permettrait de dire regardez où sont les dangers de la France. C'est très gaulliste de dire mais regardez qui n'aime pas la France. Vous avez un nombre de gens incroyables qui n'aiment pas la France. Il y a un danger là. Donc je ne dis pas qu'il faut fabriquer un mythe, mais si vraiment on veut... Moi, je ne suis pas de droite. Je viens de finir un livre sur Proudhon pour expliquer quelle est ma gauche. Et quand j'ai lu Camus, et que Camus dit si la vérité devait être de droite, alors je serais de droite, ça m'a arrêté physiquement. Je me suis dit, mais il a raison, il n'a pas raison. Je dis, il a raison. Donc à un moment donné, on doit pouvoir dire que la droite dit des choses sensées quand elle dit des choses sensées. Et puis si c'est la gauche, c'est la gauche. C'est chacun son tour. Mais on doit pouvoir dire que si on aime la France, ce qui est mon cas, ce qui est le vôtre, ce qui est le cas de plein de gens qui nous écoutent, on doit pouvoir dire attention, il y a un danger quand des gens nous disent il n'y a pas de langue française, il n'y a pas de culture française. À chaque fois que vous avez une histoire de France, c'est une histoire qui est nulle et non avenue. C'est Boucheron qui nous dit la France, ça n'existe pas. Elle n'est grande que quand elle est pénétrée. Peut-être un jour, j'écrirai quelque chose sur ce fantasme de se faire pénétrer qu'ont tous ces gens, disant voyons les grands costauds, les grands solides. Jean Genet, grande conscience de la gauche, qui nous dit que c'est tellement formidable de coucher avec un tankiste nazi et que le type qui a commandé au Radour-sur-Glane, c'était tellement fantastique et les Fedayines, c'était tellement fantastique. Jean Genet, conscience de la gauche. Toujours en Pléiade, toujours à l'IMEC à Caen, à l'Institut du monde arabe, etc. Donc je pense qu'il y a un moment où il faut clairement dire les choses en disant si vous voulez, je ne vais pas dire sauver la France, ça fait un peu grandiloquent, mais il y a un vrai danger et si la droite devait vouloir faire une union, elle ne le ferait pas sur des projets économiques, elle pourrait le faire sur un projet français, je dirais, qui consiste à dire défendons ce pays qu'on aime, c'est une civilisation, c'est une culture, bien sûr qu'il y a des défauts dans l'histoire de France, mais dans quel pays n'y a-t-il pas de défauts? Michel, un tout petit mot de ce pays, notre pays qui est un peu ingouvernable. François Bayrou, je vous le disais tout à l'heure, a échappé à sa 8e motion de censure en à peine quelques semaines. Il est attendu au tournant par le Rassemblement national à la rentrée, au moment de l'étude du budget. On va écouter, c'est les socialistes là, qui avaient déposé cette motion de censure sur la réforme des retraites. Écoutez la réponse de François Bayrou. Il dit que les socialistes sont le bec dans l'eau, sauf qu'il y a un vrai rendez-vous à la rentrée. D'abord, on écoute le Premier ministre. Prenez pas mal, mesdames et messieurs du groupe socialiste, vous vous retrouvez le bec dans l'eau, ce qui, par les temps de canicule que nous vivons, peut avoir des aspects rafraîchissants, mais n'est pas, nous en conviendrons tous, une position durable. Et je donne bien volontiers acte au groupe socialiste qu'il est effectivement dans l'opposition. Je n'ai pas de qualification particulière, mais je délivre bien volontiers à cette tribune, au Parti socialiste, un certificat d'opposition, de mécontentement, de condamnation, d'indignation, de révolte, de protestation, de sanction, d'accusation, de mise en cause, de dénonciation perpétuelle et continue. Je signe dès demain autant de certificats autographes que vous voudrez. Voilà pour François Bayrou. 8e motion de censure en quelques mois. Notre pays est-il ingouvernable, Michel? Et comment en revenir au peuple? D'abord, je trouve un peu pitoyable d'écrire ces plaisanteries et de lire ces plaisanteries, de ne pas être capable à la tribune, quand on est Premier ministre, puis agrégé de lettres en plus, d'improviser un discours qui puisse avoir une trame, que peut-être même son discours a été écrit, mais qu'il prenne la parole et qu'il parle aux gens plutôt que de dire bec dans l'eau, canard, etc. C'est pas à la hauteur. Ingouvernable, non, ingouverné, oui. Je pense qu'il est ingouvernable, il serait ingouvernable si effectivement on n'avait pas les moyens. Il y a les moyens, ça s'appelle la Constitution de 1958, l'esprit du général de Gaulle, c'est-à-dire le vote, c'est-à-dire les élections, c'est-à-dire le référendum. Il suffirait juste de le vouloir, plutôt que de vouloir cracher sur le général de Gaulle et tout ce que le général de Gaulle a pu faire. Il suffirait juste de dire au peuple, on vous demande, vous nous dites ce que vous voulez, et on le fait. Le général de Gaulle disait qu'il était le serviteur du peuple. Comment Par quel moyen maintenant? Il faut en finir avec Macron qui, à chaque fois qu'il perd une élection, dit qu'il l'a gagnée. Oui, mais on ne va pas
démission destitution? Oui. Mais moi, je pense que les gens descendent dans la rue pour des vétilles, parfois. Et là, on a un personnage qui nous dit vous avez voté aux législatives. Je dis sous l'Assemblée nationale. Je suis un malin. Moi, je dis sous tout, vous allez voir. Et il se retrouve gros gens comme devant parce qu'on lui fait savoir que finalement, la gauche est capable de s'entendre, et que, etc. Sauf que qui arrive le premier? Le Rassemblement national. Alors après, si vous dites oui, mais non, mais vous mettez le PC, vous mettez... Ah bah oui, si on fait un total avec... Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Nommer Jordan Bardella. Qu'est-ce qu'on a? On a Bayrou. Donc le peuple, il dit, mais ça sert d'abord Michel Barnier et puis Bayrou. D'abord oui, enfin je parle d'aujourd'hui. Oui. Parce que lui, qu'est-ce qui l'intéresse? Rester le plus longtemps possible au pouvoir. Donc ça sert à quoi d'avoir sans cesse des motions de censure, de dire alors est-ce que le Rassemblement national va voter, pas voter, avec les socialistes, pas avec les socialistes? Je rappelle qu'à l'époque de Mme Royal, qui a des velléités présidentielles ces temps-ci, ils s'entendaient très bien, M. Bayrou contre Sarkozy à l'époque. Il s'agissait de faire cause commune. C'était en gros Ségolène Royal, il pourrait être mon Premier ministre, souvenez-vous, Ségolène Royal. Bien sûr, entre les deux. Donc il ne faut pas non plus taper sur le Parti socialiste. Quand on a fait la courte échelle au Parti socialiste, si souvent, et quand il s'agissait d'affaires personnelles, notamment quand il s'agissait d'attaquer Nicolas Sarkozy. Donc il n'a pas trop de leçons à donner aujourd'hui sur le Parti socialiste. Redonner le pouvoir au peuple, c'est juste le vouloir. C'est pas compliqué. C'est juste de dire sur des questions essentielles, eh bien on va vous demander votre avis et on tiendra compte de votre avis. Soit vous nous dites on veut ceci et on fera ce que vous voulez, soit on démissionne. Mais Macron, il n'a pas du tout envie de démissionner. Pas du tout. Donc, c'est pas ingouvernable. C'est gouvernable si on a décidé que le peuple était à l'origine de la politique qu'on doit conduire et mener. C'était ce que disait le général de Gaulle. C'est d'ailleurs ce que disent les républicains et les démocrates. C'est-à-dire la démocratie, c'est le pouvoir du peuple, par le peuple, pour le peuple. Là, on sait très bien que c'est faux. C'est le pouvoir d'un tout petit monde. Un tout petit monde qui dit, les excès, on n'en veut pas. C'est des fascistes, c'est des gens dangereux à droite, et puis à gauche, sont des staliniens, sont des gens dangereux aussi. Mais ceci dit, on veut bien s'entendre avec les staliniens, c'est plus facile. Madame Castet, qui n'existe pas, qui sort de nulle part, dit, moi, je veux bien être Premier ministre. Vous avez François Ruffin qui dit, je suis prêt pour être Premier ministre. Enfin, tout le monde rêve pour être Premier ministre, mais le Premier ministre, c'est la France. Le chef de l'État, c'est la France. D'abord les Français, puis la France ensuite. Et ça, c'est facile à faire. Il suffit juste de dire, eh bien, si nous voulons régler les problèmes, nous allons faire des référendums. Et c'est facile aujourd'hui de fabriquer des référendums sur l'immigration, sur la façon de traiter un certain nombre de problèmes, les narcotrafiquants, sur la façon de gérer la question de l'école, la question de la santé. Enfin voilà, on redonne le pouvoir au peuple. Et la parole surtout au peuple. Michel Onfray, on est sur CNews et Europe 1. Un tout petit mot de l'audiovisuel public. Il y a une loi qui était portée par la ministre de la Culture, Rachida Dati, qui a été rejetée en première lecture à l'Assemblée nationale. Elle est donc étudiée au Sénat à partir du 10 juillet, avant de revenir à l'Assemblée. J'explique à nos téléspectateurs et auditeurs que ça se terminera devant une commission mixte paritaire qui rassemblera les parlementaires des deux chambres. On va écouter juste Rachida Dati, qui était sur nos antennes, pour expliquer ce qu'elle veut faire avec cette loi, qui va créer une holding pour rassembler les antennes publiques. Et on va essayer de comprendre les blocages, pourquoi ça bloque. Écoutez. L'audiovisuel public, aujourd'hui, il y a une désaffection des jeunes et des classes populaires vis-à-vis de l'audiovisuel public. L'audiovisuel public, c'est près de 4 milliards d'euros. C'est de l'argent public. Cet argent public destiné à l'audiovisuel public doit intéresser l'ensemble des Français et surtout le territoire. Aujourd'hui, les forces de l'audiovisuel public est totalement dispersées. Les mêmes qui font des leçons de pluralisme devraient se les appliquer. Et donc, l'audiovisuel public, payé par l'ensemble des Français, doit s'intéresser à tous les Français. Aujourd'hui, les usages ont changé. 62% des Français s'informent sur les réseaux sociaux. Ça n'est même plus la concurrence, ce n'est plus les chaînes traditionnelles. Ce sont les plateformes et les réseaux sociaux. Aujourd'hui, il faut regrouper ces forces avec les forces de l'audiovisuel public et il faut évidemment une organisation cohérente. Voilà pour Rachida Dati, ce qu'elle veut faire de l'audiovisuel public. Blocage, mouvement de grève, toute la gauche unanime s'est jetée sur ce projet de loi. Michel Onfray. Elle a raison sur la question de la mutualisation. Ça s'appelle les dépenses publiques. C'est-à-dire que si vous avez 5 ou 6 journalistes sur 5 ou 6 chaînes du service public qui font exactement le même métier et que vous avez 5 micros qui se mettent devant le nez du chef de l'État qui parle, on se dit peut-être qu'un qui ferait le boulot et qui donnerait les éléments à tout le monde, ça permettrait de faire des économies. Donc moi, je suis pour la mutualisation. Ceci dit, je suis aussi pour le service public. Le service public ne fait pas ce que le service privé fait. Quand vous êtes privé, vous avez de l'argent, c'est un business, vous avez le droit de faire ce que vous voulez, en disant ma chaîne est de droite, ma chaîne est catholique, ma chaîne est, je sais pas quoi, homosexuelle, il y a eu jadis Pink TV ou des choses comme ça, ou ma chaîne est pornographique, vous avez... Non, ça c'est interdit. Pardon ? Ça c'est interdit. Non, c'est sur les... Enfin, si vous payez, vous avez... Ah oui, mais c'est pas des chaînes publiques. Oui. Non, heureusement. Enfin, heureusement. Heureusement. Non. Mais il nous faut un service
service public qui soit vraiment public, c'est-à-dire qu'il y ait le sens de l'intérêt général. Retour au général de Gaulle. Quand il donne du travail à des Santelli, à des Barma, à des Bluval, etc., ils sont tous communistes. Et ils font du travail formidable. Souvenez-vous, Don Juan de Molière, avec Michel Piccoli, avec Claude Brasseur, extraordinaire. Moi, j'ai utilisé ça avec mes élèves. C'était incroyable. Et c'était des gens qui faisaient des choses formidables, qui respectaient l'histoire, qui faisaient de l'éducation populaire. Et on disait au général de Gaulle, ils sont communistes. Ils disaient alors ? Et c'est pas ça le problème. Ils respectent le public, ils font ce qu'à l'époque le général de Gaulle faisait, c'est-à-dire de dire les chefs-d'œuvre sont là et le peuple est peut-être là. Et bien notre boulot, c'est d'amener le peuple jusqu'au chef-d'œuvre. Quand la gauche dira le chef-d'œuvre est là, le peuple est là, et bien descendons les chefs-d'œuvre jusqu'en bas en disant là maintenant vous faites du bruit dans la rue, ça s'appelle de la musique. Faites de la musique, c'est formidable. Et donc, ouverture d'un passe-musée, on s'en va lire, je ne sais pas quoi, le Marquis de Sade à 3h du matin dans une bibliothèque, et on trouve que c'est formidable pour la culture, etc. Je crois qu'on doit pouvoir dire, non, donc pas Madame Ernotte, très exactement le contraire de Madame Ernotte, le problème, c'est pas le service public, c'est Madame Ernotte qui fait que c'est une idéologie qui est à la tête du service public. Et ça ne marche pas. Et vous avez aujourd'hui l'ARCOM qui vous dit « Ah, mais monsieur, je le vois parfois chez Pascal Praud, vous avez Philippot qui arrive, on dit « Ah, mais vous avez 17 minutes pour parler, etc. » On dit « Ah, c'est fini, 17 minutes, etc. » Ah oui, mais ça, c'est le temps de parole pour les partis politiques. On devrait pouvoir faire ça avec le service public, en disant « La moitié de la France vote pour le Rassemblement national, on devrait avoir quelques émissions à France Inter, dont les journalistes soient au Rassemblement national ou sympathisants. » Ça me paraîtrait de bonne logique, ça s'appelle le pluralisme. Et puis qu'il y ait aussi l'équivalent d'un Claude Mermet jadis, l'équivalent d'une émission qui puisse satisfaire les électeurs de Poutou et de Madame, dont j'oublie le nom, qu'elle me pardonne, de la lutte ouvrière. Oui. Non, Madame Nathalie Arthaud. Nathalie Arthaud, pardon, qu'elle m'excuse d'avoir oublié son nom. Mais que ça puisse se faire comme ça. Aujourd'hui, c'est de l'écologie, du socialisme, du communisme, etc., etc. Très bien, mais c'est la moitié de la France. Et s'il y avait l'autre moitié qui se trouve représentée, ce serait formidable pour qu'il y ait un service public. Le service public, ça sert à ça. Tout le monde parle d'intérêt général et il n'y a que des intérêts idéologiques. Donc le problème, c'est la nomination de gens qui sont des idéologues et qui interdisent un certain nombre d'individus dont vous faites partie en disant ça fait 10 ans que je suis interdit de service public et ça ne pose aucun problème. Ça pose des problèmes que je sois à CNews pour certains, mais ça ne les gêne pas que je sois interdit d'antenne sur le service public depuis. Donc le problème du service public, c'est pas qu'il soit service public, c'est qu'il fonctionne comme un service privé au service d'une idéologie. Et le problème, c'est de changer de tête, simplement quand on magnifiquement résumé par Michel Onfray. Michel, il nous reste un instant pour le point philo, notre rendez-vous. Aujourd'hui, vous nous proposez le dialogue Lélius de Cicéron. C'est un travail sur l'amitié, expliquez-nous. Oui, c'est un dialogue sur l'amitié parce que je pense aux vacances. Et peut-être c'est difficile de lire sur la bombe atomique chez Gunther Anders, de lire, peut-être, mais je me suis dit, qu'est-ce qu'on peut lire sans lire des bêtises, comme on dit, les livres de la plage, etc. Je pense que les vacances, c'est l'occasion de l'amitié. Les copains, les barbecues, on rencontre les gens, etc. Et je voulais qu'on réfléchisse sur ce qu'est l'amitié, qui n'est pas le copinage, qui n'est pas la camaraderie. On a des potes, on a des copains, un ami, c'est pas ça. Et dans l'Antiquité, il y a quelques très grands textes. Aristote a écrit une partie de l'Éthique à Nicomaque sur l'amitié, mais c'est un grec. Et Platon a écrit un dialogue, mais c'est un grec aussi. Et les Grecs, ce sont des gens qui théorisent sur l'amitié. C'est l'idée d'amitié, qu'est-ce que c'est que l'amitié dans sa relation à une idée d'amitié, qui, etc. Du discours théorique de philosophes. Et les Romains, c'est pas du tout ça. L'amitié, c'est est-ce que je peux être ami, moi, homme, avec une femme ? Est-ce que si je suis riche, je peux être ami avec un pauvre ? Est-ce que si je suis cultivé, je peux être ami avec quelqu'un qui ne l'est pas ? Est-ce que si je suis, je sais pas quoi, électeur du Rassemblement national, je peux être ami avec quelqu'un qui serait électeur de Jean-Luc Mélenchon ? Et les Romains posent des questions très précises comme ça. Est-ce qu'un ami peut tout se permettre ? Quand on disait Mitterrand, il avait le sens de l'amitié, ça lui permettait de défendre des gens indéfendables, des Bousquet, etc. Est-ce qu'on ne doit pas se fâcher avec un ami pour des raisons d'amitié, en disant tu n'es plus à la hauteur de l'amitié, tu n'es plus mon ami, tu cesses d'être un ami. Ce ne sont que des questions comme celle-ci que chacun peut comprendre. On n'a pas besoin d'être agrégé de philo pour comprendre les dialogues de Platon, de Platon aussi un peu, mais les dialogues de Cicéron, parce qu'il en écrit sur plein de sujets, et celui-ci, Lélius sur l'amitié, c'est vraiment quelque chose qui renvoie chacun à lui-même, en se disant, tiens, oui, finalement, avec telle personne, est-ce que j'ai des relations de copinage, de camaraderie, ou est-ce que c'est véritablement un ami ? Qu'est-ce que c'est qu'un ami ? Est-ce que l'ami, c'est celui à qui on dit à 3h du matin, je viens d'assassiner quelqu'un, viens m'aider, on va l'enterrer au fond du jardin, et c'est souvent ce qu'on dit, et puis l'ami, il arrive, il dit, qu'est-ce que tu as encore fait comme bêtise ? Il creuse, et puis il le fait, etc. Ou est-ce que l'ami, c'est
celui qui dira non, c'est pas bien ce que tu as fait. Donc que des réflexions qu'on appelle de casuistique, des cas concrets, on disserte sur le cas concret et on a philosophé. Ça, c'est toute la philosophie romaine. Merci beaucoup Michel Onfray pour cette émission passionnante Face à Michel Onfray. On se retrouve la semaine prochaine pour une émission un peu plus générale, un peu plus philo, avec plein de conseils lecture aussi pour nos auditeurs et nos téléspectateurs pour l'été. Bonne journée à vous tous.